Il y a des noms qu'on invoque avec plus de facilité que d'autres. Des noms qu'on attend presque avec impatience. Et puis il y a ceux qu'on préférerait laisser dormir. Auguste Derleth fait partie de cette seconde catégorie. On pourrait parler de lui sans rituel, sans fantôme, sans invocation. Parce que Derleth, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'aime pas beaucoup. Mais ne pas aimer quelqu'un ne lui retire pas son importance. Et dans l'histoire d'Howard Phillips Lovecraft, Auguste Derleth est un incontournable. Alors ce soir, malgré mon inimitié intellectuelle, malgré mes désaccords profonds avec sa vision de l'horreur cosmique, je vais faire ce que je dois faire. Parce que Derleth a aussi droit à la parole. Esprit, esprit, es-tu là ? Tel un conquérant, réveillé de sa torpeur macabre, Derleth est venu toquer à la porte de mes rêves. Je dois bien l'admettre, j'ai tenté de le chasser. Mais disons que, en plus d'être téméraire, c'est une personnalité tenace. Et parce que mon rôle, en plus d'être une intrépide exploratrice et une érudite sans limite, de psychopompe m'y oblige, j'ai répondu à ses sollicitations de bonté d'âme afin de faire subsister sa mémoire. Quoi que je puisse en penser personnellement. Bienvenue à New Providence. Je suis Mara Laraona et je serai votre guide tout au long de notre visite. C'est à Sauk City, dans le Wisconsin, qu'Auguste William Derleth voit le jour pour la première fois le 24 février 1909. Une petite ville du Midwest américain, marquée par son rythme rural, ses traditions communautaires et une forte présence des valeurs religieuses et familiales. Contrairement à Howard Phillips Lovecraft, New-Anglais de naissance, marqué par une culture littéraire ancienne, un environnement urbain et des contradictions historiques, Derleth grandit dans un univers stable, ordonné, rassurant, où le chaos et l'effroi n'ont pas la place qu'ils occupent dans l'imaginaire Lovecraftien. Il est principalement élevé par sa mère, dans une famille où l'importance du travail, de la foi et la continuité des valeurs sont centrales. C'est très jeune que Derleth montrera ses aptitudes littéraires. Il commence à écrire à l'adolescence, produisant des poèmes, des nouvelles et des récits inspirés du Midwest, souvent centrés sur des personnages de communautés locales ou des paysages sauvages du Wisconsin. Il ne cherchera pas à choquer ou renverser les codes littéraires, mais plutôt à bâtir une œuvre solide, respectable, prolifique, qui s'inscrive dans une tradition américaine cohérente. C'est ce qu'il fera. Derleth publiera plus d'une centaine de textes de son vivant, couvrant des genres très variés, du fantastique à la fiction régionale, en passant par le roman policier, la poésie et les essais. De quoi faire en somme, un sacré corpus. Sa carrière commence très tôt. Sa première publication professionnelle, la nouvelle Bats Belfry, paraît dans Weird Tales en mai 1926, alors qu'il n'a que 17 ans. Un signe de son entrée précoce dans le monde de la littérature de l'étrange. Après l'université, il obtient un diplôme de lettres en 1930. Il travaille brièvement comme rédacteur au Mystic Magazine à Minneapolis, avant de retourner à Sauk City
pour y vivre et se consacrer à l'écriture. Dans les années 30, il joue également un rôle actif dans sa communauté locale. Il organise des clubs pour jeunes, siège au conseil d'éducation, anime des séminaires de création littéraire et enseigne la littérature régionale à l'université du Wisconsin. C'est en septembre 1926, à l'âge de 17 ans, que Derleth découvre l'œuvre d'Howard Phillips Lovecraft, grâce à Weird Tales, où il publia quelques mois plus tôt. Lovecraft est déjà établi comme un maître de la fiction étrange, mais largement méconnu du grand public, et l'auteur de Providence représentera pour le jeune auteur un modèle littéraire à approfondir. Animé par cette admiration, Derleth lui écrit une lettre en 1926, demandant des conseils pour aborder l'écriture de récits fantastiques. Une démarche humble et curieuse qui se faisait beaucoup à l'époque. Lovecraft répondra parfois longuement, et la correspondance entre les deux hommes s'instaure durablement à partir de 1927, se poursuivant jusqu'à la mort de Lovecraft en 1937. Soit une relation épistolaire qui durera une décennie. C'est sacrément long. La correspondance entre Derleth et Lovecraft est respectueuse, mais asymétrique. Derleth admire profondément Lovecraft, qu'il appelle parfois affectueusement le maître de Providence, tandis que Lovecraft lui répond avec une bienveillance critique et retenue. Il lui propose des réflexions littéraires, des commentaires sur le fantastique et parfois des conseils très concrets, notamment sur l'importance pour un écrivain d'ancrer ses récits dans quelque chose qu'il connaît vraiment. Un conseil qu'il prodigue à plusieurs jeunes auteurs de son cercle, dont Derleth. Lovecraft encourage le jeune homme à s'inspirer de son milieu, de sa propre région et des paysages du Midwest. Précisément comment il fait lui-même avec la Nouvelle-Angleterre. Une approche qui se retrouvera dans la Sac Prairie Saga de Derleth, une série de romans situés dans une communauté fictive du Midwest. Cette saga, commencée avec Place of Oak, illustre l'application concrète de ce conseil. Derleth y décrit la vie d'une communauté du Wisconsin à travers plusieurs décennies, avec une attention particulière aux détails de la vie locale, des saisons, des mémoires familiales et des dynamiques sociales. Par la suite, il recevra en 1938 une prestigieuse bourse Guggenheim, reconnaissant l'importance de son projet littéraire régionaliste. Lovecraft, de son côté, était dans une phase déjà difficile de sa vie quand s'instaure leur correspondance. Isolé, souvent en mauvaise santé, et persuadé qu'il n'était pas reconnu de son vivant, il trouve dans cette correspondance non seulement un lecteur attentif, mais aussi quelqu'un qui tente de porter ses idées auprès d'un public plus large. C'est ainsi, avec le recul, une relation ambivalente, une amitié intellectuelle sincère, mais aussi une dynamique de mentorat, où Derleth se montrera disposé à appliquer et parfois même dépasser les préceptes de son maître, notamment en termes d'ancrage régional et de conscience littéraire. Lorsque Howard Phillips Lovecraft meurt le 15 mars 1937, il laisse derrière lui un corpus littéraire important mais éclaté. La majorité de ses textes ont été publiés essentiellement dans des magazines pulp comme Weird Tales, souvent mal rémunérés, parfois remaniés sans souci d'intégrité. Dans les années 1930, aucun éditeur traditionnel ne voit en Lovecraft un capital littéraire durable. Mais quelqu'un a eu le nez fin. Et pas qu'un peu, étant donné l'influence tentaculaire de Lovecraft actuellement. Et c'est Derleth qui n'est pas du tout étranger à cela. Lovecraft n'a pas d'héritier littéraire officiel, ni de structure éditoriale solide pour organiser ses legs. Beaucoup de ses manuscrits, fragments et notes se retrouvent en possession de son ami Robert H. Barlow, exécuteur littéraire désigné par Lovecraft lui-même. C'est dans ce contexte d'urgence que Auguste Derleth et Donald Wandrei décident de prendre une décision qui changera l'histoire de la littérature fantastique. En 1939, avec un mélange de passion, d'admiration et d'une vision d'ensemble, Derleth et Wandrei fondent Arkham House, une maison d'édition dédiée à la publication en volumes reliés des œuvres de Lovecraft. Le nom de la maison vient du lieu fictif Arkham, dans le Massachusetts.
une ville récurrente des récits Lovecraftiens. Et c'est un hommage direct à l'univers qu'ils veulent préserver. La première publication d'Arkham House est The Outsider and Other, une imposante anthologie de plus de 550 pages, réunissant la quasi-totalité des nouvelles majeures de Lovecraft disponibles à cette époque. Ce recueil est le premier livre relié de Lovecraft, et il marque la naissance de sa réputation en tant qu'auteur classique plutôt que simple contributeur de pulp. La maison publie ensuite Someone in the Dark en 1941, un recueil de nouvelles de Derleth lui-même, puis Beyond the Wall of Sleep en 1943, qui inclut 2 romans courts de Lovecraft, La quête onirique de Kadat l'inconnu et L'affaire Charles Dexter Ward, ainsi que quelques autres textes importants. Le travail d'édition ne s'arrête pas là. Derleth publie dès 1965 les Selected Letters of H.P. Lovecraft, projet ambitieux de compilation des correspondances de Lovecraft qui devait s'étaler sur 5 volumes. Derleth n'en verra pas la fin, mais le projet posera les bases d'une recherche biographique essentielle. Arkham House joue aussi un rôle de passe-planche pour d'autres auteurs qui écrivent dans l'univers de Lovecraft. Elle édite des œuvres de contemporains comme Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Robert Bloch et d'autres figures de la World Fiction, ainsi que des auteurs plus récents inspirés par le mythe. Avec Arkham House, Derleth s'engage dans une édition patiente. À noter, organisée, donnant à l'œuvre de Lovecraft une structure, une visibilité qu'elle n'avait jamais eue de son vivant. C'est lui d'ailleurs qui popularisera l'expression mythe de Cthulhu, désignant l'ensemble des récits interconnectés avec des grands anciens et des entités cosmiques. Un terme qui, rappelons-le, n'apparaît pas sous la plume de Lovecraft lui-même. Là où Lovecraft pensait un univers indifférent et sans morale, Derleth, animé par une lecture structurante et souvent interprétée comme manichéenne, ce qu'elle est, organise ses récits dans un canon cohérent, avec des oppositions symboliques plus lisibles pour le lectorat de l'époque. Ce choix, comme vous vous en doutez, a fait l'objet de critiques, mais aussi de débats dans la communauté de lecteurs et des spécialistes. Personnellement, je fais partie de ces personnes qui n'apprécient pas vraiment ce type de découpage. Dans les années qui suivent la fondation d'Arkham House, Derleth entreprend aussi de publier des textes qu'il qualifie de collaboration posthume. Des récits écrits à partir de notes, idées et fragments laissés par Lovecraft, qu'il complétera et développera. Cette démarche, bien que motivée par l'idée de continuer l'univers, contribue à solidifier la lecture dérivée du mythe, tout en élargissant sa portée. Après la mort de Derleth, sa fille April Derleth et son fils Weldon Derleth reprennent la direction d'Arkham House. La maison continue d'éditer des récits liés au fantastique et au mythe, bien que de manière moins régulière qu'à ses débuts. Arkham House a publié des livres presque chaque année de 1939 à 2010. Mais depuis les années 2010, la fréquence s'est nettement réduite. Aucun nouvel ouvrage n'a été publié par Arkham House dans les années 2020. Et le site internet est tombé hors ligne en 2023, sans annonce officielle de relance. Lovecraft couchait sur papier un univers profondément indifférent, froid, insensible à toute dichotomie entre bien et mal. Le cosmos est vaste, incompréhensible, et l'humanité n'est qu'un pion fragile. Certains correspondants à lecteurs ont trouvé ça terrifiant, d'autres insoutenable. Derleth, lui, ne supportera pas ce vide cosmique, loin de ses valeurs fondamentales. Il le remplira, le structurera, il lui donnera des repères moraux et narratifs. Il y voit un cadre qu'il peut expliquer, mais il dévie ainsi de l'essence même de Lovecraft. Dans ses propres récits inspirés du mythe, écrits principalement entre 1940 et 1960, Derleth introduit ce que certains spécialistes appellent le manichéisme chrétien. Les entités du mythe deviennent distinctement bénévolentes, les dieux très anciens, et malévolentes, les grands anciens, s'inscrivant dans une lutte semblable entre anges et démons. Une lecture qui n'a aucun fondement dans la cosmologie athée et amorale de Lovecraft. Cette vision a été critiquée par des spécialistes comme Joshi, qui
procédèrent les posthumous collaboration et la systématisation doctrinale opérée par Derleth comme le début d'une phase discutable dans le traitement de l'œuvre lovecraftienne, car elle impose une interprétation externe à la vision de l'auteur décédé. Ces histoires, publiées sous les noms conjoints de H.P. Lovecraft et Auguste Derleth, sont souvent pour une large partie écrits par Derleth à partir de fragments, idées et notes minimes, ce qui pose aujourd'hui des questions sur l'éthique de la fidélité et de l'attribution de ces textes. Une autre critique récurrente concerne la façon de Derleth à contrôler l'accès de l'œuvre de Lovecraft après son décès. Dans les années 1940, Robert H. Barlow, nommé par Lovecraft comme exécuteur littéraire, conservait une grande partie des manuscrits et correspondances de l'auteur. Derleth et Donald Wandrei rentrent donc en conflit avec lui pour obtenir le contrôle de cette succession littéraire. Certains fans et chercheurs estiment que Derleth aurait opéré une pression juridique et sociale sur Barlow, ce qui aurait abouti à ce que l'essentiel du corpus Lovecraftien se retrouve sous le joug d'Arkham House, limitant l'accès à certains textes pour des chercheurs et auteurs du cercle Lovecraftien. Pas très sympa. Des écrivains de la génération précédente, comme Clark Ashton Smith, expriment aussi leur désaccord sur cet héritage. Ils reconnaissent la valeur des œuvres Lovecraftiennes, mais contextent l'intérêt de Derleth à hiérarchiser systématiquement les entités du mythe, jugeant qu'une telle classification n'a aucune justification dans l'œuvre originale et qu'elle ne dénature davantage l'essence de l'œuvre Lovecraftienne qu'elle ne l'éclaire. Ensuite, les rapports entre Derleth et Sonia Greene, devenue Sonia H. Davis après ses remariages, sont l'épisode les plus délicats et souvent les plus mal documentés de l'histoire Lovecraftienne. Après la mort de Lovecraft, Sonia, qui était sa femme de 1924 à 1926, est restée longtemps son amie. Elle envisagera à un moment de publier des lettres et écrits de Lovecraft qu'elle avait encore en sa possession. À la fin de 1947, des lettres montrent que Derleth lui écrit explicitement pour lui faire comprendre que, tant qu'il contrôlait les droits et les autorisations d'exploitation, toute publication de lettres ou de textes Lovecraftiens nécessitait l'accord d'Arkham House. Des formulations franches suggèrent qu'il la mettait en garde contre d'éventuelles actions en justice si elle allait plus loin sans sa permission, comme si elle avait besoin de permission. Cette pression fut suffisamment sérieuse pour que Sonia confie à certains de ses proches qu'elle craignait effectivement des retours judiciaires, et elle aurait même détruit une grande partie de sa correspondance avec Lovecraft par crainte de ses sanctions juridiques. Une perte irréparable pour les historiens littéraires. Mais au moins, leur intimité fut préservée, et la dignité de Sonia aussi. Bref, les hommes ont encore à tout vouloir dominer et contrôler. Qui est étonné? Pas elle, en tout cas. Je pense qu'elle a aussi brûlé ses lettres pour mettre des bâtons dans les roues à Derleth. On va pas se mentir. Vu le personnage, ça m'étonnerait pas. Malgré cette tension initiale, Sonia et Derleth se réconcilient par la suite. Enfin, si on peut dire les choses ainsi. Elle accepte de publier quelques fragments et souvenirs par le biais de Arkham House, et ils restent en bons termes jusqu'à la fin de sa vie. Néanmoins, cette période a laissé une trace ambiguë. Derleth n'était pas qu'un éditeur diligent, mais il se positionnait, parfois agressivement, en gardien de la mémoire de Lovecraft, suscitant frustration et ressentiment chez ceux qui auraient voulu peut-être garder un souvenir un peu plus personnel et moins institutionnalisé. Malgré tout ce qu'on peut penser et critiquer, on doit bien l'admettre, Derleth a permis de rendre l'univers Lovecraftien un peu plus intelligible au grand public. Non sans mal et non sans quelques compromis. À nous désormais de faire le tri et de continuer ce travail de mémoire. Auguste Derleth meurt le 4 juillet 1971, à 62 ans, sans jamais avoir rencontré Lovecraft. Arkham House lui survit, les livres circulent, les générations lisent Lovecraft, sans toujours savoir qu'entre eux et Providence, il y a eu Sauk City. Pendant des décennies, la lecture de Lovecraft passe par lui. Le mythe devient un système,
l'horreur cosmique prend une dimension plus morale, plus ordonnée. Il faudra plus tard des travaux critiques pour retrouver un Lovecraft un peu plus fidèle à lui-même, froid, matérialiste, indifférent à l'humanité. Alors, que faire de Derleth? Je n'aime toujours pas Auguste Derleth, mais le rejeter serait malhonnête. L'absoudre serait naïf. Il est à la fois le sauveur et le déformateur, l'éditeur indispensable et l'interprète envahissant, l'homme sans qui Lovecraft aurait pu être oublié, et celui qui, un temps, l'a enfermé dans une lecture trop étroite. Je n'aime toujours pas sa façon d'expliquer la Bible. Mais je reconnais ceci, quand plus personne ne s'occupait de Lovecraft, lui l'a fait. Il a publié, il a préservé, et parfois, l'histoire n'est pas écrite par ceux qui comprennent le mieux une œuvre, mais par ceux qui refusent de la laisser disparaître. Ce soir, le fantôme que nous avons invoqué n'était pas un monstre cosmique. C'était un homme qui voulait mettre de l'ordre dans le chaos. L'esprit peut repartir, le désaccord demeure, mais l'histoire, elle, est complète. Et on se dit à la prochaine fois.